BFM Business, le club du droit, présenté par Fabrice Lundy. Bonjour à tous, toujours fidèles à ce club du droit en 2018. Oui, on est là chaque semaine pour vous guider, vous conseiller. Pas facile de se retrouver un chemin dans ce maquis de la loi. Alors, bienvenue dans le club du droit. Alors au menu, comme chaque semaine, des infos pratiques, des infos juridiques, un dossier complet, ce sera l'acte de la semaine. Acheter en viager. Oui, il y a des précautions à suivre. Restez avec nous, évidemment. Vous nous avez posé vos questions sur le club du droit @bfmbusiness.fr. Vous aurez la réponse de nos amis notaires. Et pour commencer, comme chaque semaine, ce qui s'est passé, les news de la semaine, avec Erwan Maurice qui est avec nous, évidemment. Bonjour Erwan. Bonjour Fabrice. Erwan, on se régale chaque semaine de ce foisonnement d'informations autour de l'immobilier. Alors, une étude récente de Meilleur Copro qui fait le point sur le montant moyen des charges de copropriété, et justement. Dans quelles villes sont-elles les plus élevées, ces charges de copro? Alors effectivement, cette étude se base sur les 11 villes françaises les plus peuplées. Oui. 7,5 millions d'annonces immobilières passées au crible. C'est une première. Paris est en tête, sans surprise. Les charges sont 42% plus élevées que dans le reste de la France. Et on voit donc qu'elles s'élèvent autour de 1 992 € quasiment 2000, à Paris. voilà. Quasiment 2000. Ouais. Regardez par exemple Strasbourg, 1586, Lyon, 1552. Montpellier, 1265. Nice aussi, Nice, 1800 €. 1800 ouais. Et le plus faible de ces 11 villes, Nantes, 1048 €. Alors, rapporté au prix au mètre carré, eh bien, le classement change un petit peu. Bon, Paris reste en tête, évidemment, 40 € du mètre carré. Nice en deuxième position, 32 €. Mais c'est Lille qui prend la troisième place, 25 € du mètre carré. Tiens, à propos de Nantes, on sera avec Maître Thomas, notaire à Rezé-les-Nantes, dans une poignée de secondes. Ce sera l'acte de la semaine. On reste dans l'immobilier. Trouver un logement en Ile-de-France, véritable casse-tête. 3 Franciliens sur 5 ont véritablement des difficultés à se loger. Oui, c'est ça. C'est une étude ELAB pour le crédit foncier. 60% des habitants d'Île-de-France déclarent avoir eu des difficultés à trouver un logement qui correspondait à leurs besoins. 2 raisons principales à ces difficultés. D'abord, le marché hyper tendu, on le sait, on n'arrête pas de le répéter. Les prix inabordables, ne faut pas se le cacher, en Île-de-France notamment. Et pourtant, les critères les plus importants pour les acheteurs, ce sont le prix d'abord, en numéro 1, le prix du bien. Le type d'habitation, est-ce qu'on peut avoir un appartement ou une maison selon ce qu'on recherche? Et la surface, est-ce qu'on va pouvoir avoir suffisamment de mètres carrés? Ce qui est intéressant également, Fabrice, c'est que regardons les villes de moins de 20 000 habitants. Et bien là, la tendance est complètement inverse, puisque les surfaces sont plus grandes, les prix sont plus bas. Et donc, les Français se disent plutôt satisfaits. Et ils n'ont pas trop de difficultés à trouver un logement. 56% des Français disent avoir trouvé leur logement facilement. Donc, un vrai contraste avec l'Île-de-France. C'est très bien, c'est très clair. On va terminer avec cette étude de France Stratégie pour le Crédoc également, qui montre que les Français sont globalement réfractaires aux droits de succession. C'est vrai qu'on en parle souvent avec nos amis notaires ici même. Oui, tout à fait. 87% des Français sont réfractaires, en tout cas, souhaitent une diminution des droits de succession. Et pourtant, cette étude révèle aussi quelque chose de très intéressant, c'est que les Français ne savent pas, finalement, connaissent très mal la fiscalité qui s'applique là-dessus. Ils pensent en général que les frais de succession sont de 22%. En réalité, c'est souvent beaucoup plus faible. Pas de frais de succession quand l'héritage va au conjoint. Et pour les enfants, les premiers 100 000 € reçus sont non imposables. Un dernier mot sur les donations qui bénéficient aussi d'un abattement fiscal jusqu'à 100 000 € pour les descendants et les conjoints, 45 000 € si vous donnez à votre frère ou à votre sœur. Voilà, et pour tout savoir sur les droits de succession, sur la fiscalité, sur les donations, il y a une adresse toute simple, le Club du droit sur BFM Business. Merci beaucoup, Erwan Maurice. L'acte de la semaine tout de suite. BFM Business, le Club du droit, l'acte de la semaine. Voilà, je vous avais parlé d'un notaire de Rezé, juste à côté de Nantes, c'est Thierry Thomas. Bonjour maître. Bonjour. Notaire à Rezé, en Loire-Atlantique, président de l'INDI, l'Institut notarial du droit immobilier. Oui, le dossier de la semaine, l'acte de la semaine, avec vous, on va parler de comment acheter en viager. Et c'est vrai qu'on voit souvent dans les hebdos des annonces immobilières proposer de telles offres, ça a l'air alléchant. Bon, il faut bien se renseigner, vous allez nous dire, il y a des guides entiers sur le viager. On va essayer de se poser les questions essentielles, puis surtout vos réponses, bien sûr, qui sont attendues. C'est quoi déjà le mécanisme? C'est quoi une vente en viager? La vente en viager est un système qui permet à une personne soit de rester habiter chez elle en vendant son bien, soit carrément de déménager et de vendre son bien et de percevoir, c'est le gros avantage du système, une rente
qui est plus ou moins importante si le bien est libre ou s'il est encore occupé. Donc finalement, l'un des avantages, entre autres, pour le vendeur, c'est quoi? C'est une retraite complémentaire? On peut parler de ça ou pas? On peut parler de ça. Ouais. C'est souvent un moyen pour un propriétaire de se prémunir de revenus complémentaires, soit pour ses vieux jours en restant chez soi, soit pour subvenir aux frais d'hébergement dans une résidence médicalisée. Et pour l'acheteur, c'est quoi? C'est une sorte de placement épargne, un achat à bon compte? Comment vous le définiriez, ça? Alors pour l'acheteur, c'est un peu un pari. Ah, L'acheteur achète un bien en ne payant qu'une partie de la valeur de ce bien, en moyenne environ 30% de la valeur, qu'on appelle le bouquet. Et ensuite, le pari, c'est une rente que l'acheteur va verser plus ou moins longtemps, puisque la durée de versement de cette rente est indexée sur la durée de vie du crédit rentier. oui, alors c'est ça. Tiens, alors, le crédit rentier, c'est quoi alors? C'est Le qui? crédit rentier, c'est celui qui vend, Qui vend? va percevoir Ouais. la rente. Et l'acheteur, c'est donc Le débit rentier. le débit rentier. Voilà, définition donc des mots quand on parle du viager. Ça concerne quand même essentiellement une classe d'âge particulière. Je parle cette fois du vendeur. Hein. Ce sont des gens d'un certain âge, bien entendu. Hein. Il est évident que si le vendeur est âgé de 60 ans, il va peiner à trouver un acheteur. Ouais. Puisque, je le répète, la rente sera perçue pendant qu'il sera encore vivant. Ouais. Donc en moyenne, les vendeurs ont entre 70 et 80 ans quand ils s'engagent dans une démarche de viager. Ouais. On s'adresse à qui pour avoir tous les renseignements, pour concrétiser donc une vente au viager? C'est une vente quelque part qui n'est pas une vente normale, mais c'est une vente quand même, donc c'est chez vous que ça se passe. Hein. Alors on commence par s'adresser au notaire Ouais. pour que le notaire évalue le bien, parce que la mise à prix dépend de la valorisation du bien. Ensuite, le notaire, avec des bases de données et des systèmes de rente sur des tables de mortalité, je suis navré de l'expression, va déterminer quel peut être le montant du bouquet, c'est-à-dire la partie du prix que le vendeur va percevoir comptant à la signature, et va pouvoir calculer ensuite le montant de la rente mensuelle ou trimestrielle que le crédit rentier percevra. Alors c'est en effet donc une vente, mais une vente peu ordinaire, vous nous le dites. Hein. Vente pas tout à fait ordinaire, eu égard au prix donc. Alors le versement du prix, il n'est pas instantané. Il y a ce mécanisme de rente. Ça se calcule comment une rente? Parce que là, vous me parlez d'échelle, de la mortalité, tout ça. Essayez de m'expliquer. La rente se calcule par rapport à des tables de mortalité Ouais. qui existent. Il y a également des sites qui permettent de calculer la rente. La rente est calculée par rapport à l'âge qu'a la personne et à son espérance de vie moyenne. Je dois reconnaître par contre que les barèmes existants aujourd'hui sont un petit peu en retard par rapport à ce qui est devenu l'espérance de vie. Ah oui. Donc il faut être très Ils ont été prudent. calculés quand alors? Ils ont été calculés il y a une quinzaine ou une vingtaine d'années. Or, l'espérance de vie ayant évolué, il faut parfois relativiser un petit peu. Alors donc quoi, ça se change un peu? On peut discuter? Le notaire peut nous conseiller en disant attendez, la rente qui est prévue dans les textes, je serais de vous, je la ferai différemment. Ça c'est possible? Tout à fait possible. D'accord. Tout à fait possible. Et ce qu'il faut, c'est rester dans les normes normales, si je puis me permettre l'expression, et éviter qu'on puisse qualifier la rente de donation ou d'avantage. Donc il faut rester raisonnable. Et là, le notaire est le mieux placé par son expérience et sa sagesse pour bien conseiller les clients. Alors, Thierry Thomas, vous nous parlez donc d'une rente, elle est versée à vie. Vous nous parliez du bouquet. C'est quoi le mécanisme du bouquet? Ça complète un peu cette rente? Le bouquet est une partie du prix Ouais. perçu par le crédit rentier, c'est-à-dire le vendeur, lors de la signature de l'acte. Donc c'est en moyenne environ 25 à 30% de la valeur du bien qui peut être perçu comptant, c'est-à-dire le jour de la signature, le reste correspondant à la rente. C'est obligatoire ce bouquet? Le bouquet n'est pas obligatoire quant à son montant, Conseillé plutôt? il est très conseillé. Très conseillé. Et il n'est pas du tout conseillé de s'engager dans un viager en faisant abstraction ou en abandonnant toute notion de bouquet. Il faut qu'il y en ait un. Oui, il faut qu'il y en ait. La validité de la vente. Imaginons que la personne soit extrêmement âgée, très malade, elle est à 2 doigts de mourir quelque part, hein, on va parler clairement. La vente est valable dans ce contexte où il faut quelque part que la personne, elle soit sur la fin de vie, mais pas complètement quand même. Alors, il ne faut pas que la personne soit en fin de vie, surtout pas, Ouais. parce que le viager peut être mis en cause si le décès intervient trop rapidement. Bien. Donc là D'accord. encore, sans vouloir trop insister sur le rôle du notaire, c'est notre mission que de nous assurer que le vendeur est bien conscient et en pleine possession de ses moyens avant de s'engager dans ce processus. Parce que c'est un processus aléatoire, donc il ne faut pas prendre de risques, parce que vous pouvez également, après, une fois cette personne disparue, avoir des reproches de la part de sa famille. Tout juste, bien sûr. Et ça fait partie des précautions dont on parlera. Viager libre, viager occupé. C'est-à-dire l'appartement ou la maison, peu importe, elle est occupée par la personne âgée ou
elle n'est plus occupée par la personne âgée. C'est différent là, il y a des règles différentes. Il y a des règles différentes, à savoir que le viager, enfin le montant de la rente, pardon, peut être bien évidemment différent selon que le bien est occupé ou selon que le bien est libre. Un viager libre permet à celui qui a acheté le bien de le louer ou éventuellement de l'occuper, donc la rente sera plus importante pour celui qui l'a vendu. Un viager, à l'inverse, occupé, dans lequel le vendeur reste résider, correspond à une rente plus faible. Ouais. Mais il y a des charges à payer, par exemple, le chauffage, l'électricité, les impôts divers et variés. C'est à la charge de qui, ces histoires? Alors, tout ce qui est impôt foncier, notamment, relève bien sûr du propriétaire, c'est-à-dire le débit rentier. Et toutes les charges courantes, y compris la taxe d'habitation, incombent à celui qui occupe. Voilà, donc le crédit rentier. Tout à fait. Donc voilà, les droits et devoirs de chacun. J'imagine qu'il y a des obligations, que ce soit le vendeur ou l'acheteur. On ne peut pas faire n'importe quoi. Imaginons, tiens, le crédit rentier, il quitte le logement. Qu'est-ce qui se passe? Alors, il doit obligatoirement en aviser le débit rentier. D'ailleurs, c'est son intérêt, puisque le crédit rentier quittant le logement, la rente va devoir augmenter. Donc il s'empresse de contacter son notaire et de manière officielle, on avise le débit rentier de la libération du bien et on calcule la méthode de révision de la rente qui augmente. Ouais, et si par exemple l'acheteur veut prendre possession de la maison, par exemple, il lui faut absolument l'autorisation du vendeur ou pas? Pas du tout, à partir du moment où le vendeur aura... Alors, sauf si le contrat de vente permet au crédit rentier quittant le logement de continuer à l'occuper via un locataire. C'est le contrat qui prévoira ça. Dans la majorité des cas, à partir du moment où le crédit rentier quitte le bien et cesse de l'occuper, le débit rentier, c'est-à-dire le nouveau propriétaire, peut jouir de ce bien lui-même ou le mettre en location. Et tout va résulter du contrat. Ouais, donc ça, il faut vraiment blinder tout ça, et ça se fait avec vous, notamment les notaires. Si l'acheteur cesse de payer les rentes, qu'est-ce qui se passe? On peut le poursuivre. Ah oui. On a d'ailleurs, on inscrit, lorsque l'on passe la vente, on inscrit une garantie hypothécaire sur le bien au profit de celui à qui est due la rente. Je le répète, le crédit rentier. Et donc, si le crédit rentier n'est pas réglé de la rente, il peut au pire faire casser la vente. Si l'acheteur, le débit rentier, veut revendre le viager, qu'est-ce qui se passe? Il peut le faire. Ah, il peut le faire. D'accord. Alors, il faut trouver l'acheteur, bien évidemment, mais après tout, lui-même l'a bien acheté. Il peut le faire, mais dans ce cas-là, le nouvel acquéreur est subrogé dans ses obligations vis-à-vis du crédit rentier. Il existe aussi... Donc le bouquet, tout ça, et on Alors le bouquet est définitivement versé, il l'a été. Mais le versement de la rente incombe au nouveau propriétaire. Par contre, il existe également une possibilité de faire racheter la rente par une compagnie d'assurance. C'est quelque chose de rare, mais qui existe, que l'on peut prévoir dans le contrat. Une compagnie d'assurance va prendre les lieux et places du débit rentier pour en assumer le règlement jusqu'au décès du crédit rentier. Les héritiers, est-ce qu'ils peuvent demander l'annulation d'une vente qui s'est opérée par viager? Le viager n'est pas différent d'une autre vente. Bon. Les héritiers ont le droit, seulement après le décès de leur auteur, d'essayer de prouver que la vente ne s'est pas faite dans de bonnes conditions. Ouais. Mais là encore, c'est le rôle du notaire que d'avoir garanti que tout avait été fait dans les règles. On vit de plus en plus vieux, il y a encore des bonnes affaires à faire? Il y a encore des bonnes affaires à faire, oui, bien évidemment. C'est un marché un peu spécifique. C'est une niche, quoi. C'est quoi? Quelques milliers par an, à peu près? Ça représente entre 2 et 3 000 ventes par an, seulement. Seulement. Mais c'est une notion qui est un peu Pourquoi méconnue. Seulement, à votre avis Parce que le viager a une mauvaise image dans l'image publique. C'est un peu un pari sur le décès. C'est une spéculation sur le décès et sur la durée de vie d'une personne. Donc ça arrête beaucoup d'acquéreurs. Il y a le viager, mais je crois qu'il existe une autre formule moins connue, alors qui va reprendre les avantages et peut-être moins les inconvénients. Oui, il existe une autre formule qui est le crédit viager hypothécaire. Crédit viager hypothécaire. En deux mots, celui qui est propriétaire d'un immeuble peut solliciter de la part d'une banque un prêt. La banque va hypothéquer le bien appartenant au débiteur. Et de son vivant, le débiteur ne va pas rembourser le prêt, ne va payer que des intérêts. Et lors de son décès, les héritiers ont le choix soit de rembourser le prêt et de conserver le bien, soit la banque va saisir le bien et se payer de sa créance en le vendant. Donc, ce n'est pas tout à fait la même chose. On ne perd pas de manière obligatoire dans son patrimoine le bien que l'on a hypothéqué. Ça, c'est une formule que vous aimez? C'est une formule que nous aimons et que nous voudrions voir se développer. Oui. Crédit viager hypothécaire. Voilà, c'est très bien. Thierry Thomas, notaire à Rezé, dans le département de la Loire-Atlantique, président de l'Institut notarial du droit immobilier. Merci d'être venu dans ce club du droit sur BFM Business. Passez-moi le notaire, on va retraverser la France. BFM Business, le club du droit, passez-moi le notaire.
Oui, on retraverse la France, on est dans les Alpes, la Haute-Savoie, les cimes enneigées évidemment des Alpes. La Clusa, elle connaît très très bien, elle y va régulièrement. Nathalie Thévenet-Gros-Piron, bonjour. Bonjour. Notaire à Annecy. Allez, on prend les questions tout de suite. Hein. Le chrono est là. Je rappelle l'adresse, le club du droit @bfmbusiness.fr. C'est Nordine qui nous a contacté à Saint-Omer. On est dans le Pas-de-Calais, bien entendu. Quel notaire sera chargé de la succession? Comment éviter qu'un bien hérité ne disparaisse dans le paiement de dette? Bon, Nathalie Thévenet-Gros-Piron, il y a deux questions. En fait, la première, c'est quel notaire choisir pour régler une succession? Celui de la personne décédée, c'est libre, il y a des règles de compétences territoriales. C'est quoi? Racontez-nous. Alors en fait, il y a une liberté totale de choix Bon. du notaire qui va être en charge de la succession. C'est le choix des héritiers, donc ce choix est libre. C'est un notaire qui va se trouver sur le territoire français. Alors bon, c'est vrai qu'habituellement, les héritiers vont choisir le notaire de famille, le notaire qui peut être dépositaire d'un testament ou d'une donation entre époux. Ce peut être aussi un notaire qui est à proximité géographique, hein, s'il y a eu des déménagements. Il y a une liberté totale de choix du notaire qui va régler la succession. Si on n'est pas d'accord entre héritiers, par exemple, c'est quoi? On prend au hasard, on vote, non? Alors effectivement, tout le monde n'est pas toujours d'accord pour choisir le notaire qui va régler la succession. Et là, dans ces cas-là, c'est le conjoint, le notaire du conjoint qui va être en charge de la succession. Donc le choix du conjoint va primer. Et ce qui a primé, s'il n'y a pas de conjoint, justement, l'absence de conjoint? Alors s'il n'y a pas de On conjoint, vote entre héritiers? non, ça va être le choix des héritiers réservataires ou à défaut le choix du légataire universel et à défaut le choix des héritiers simples. À savoir que s'il y a un conflit au sein d'un rang, ce sera le notaire qui représente le plus d'intérêt au sein de ce rang et à égalité au sein du rang, d'un rang. Au titre d'exemple, si on a 2 enfants héritiers réservataires qui ne sont pas d'accord sur le notaire, à ce moment-là, ce sera le premier notaire saisi. Bon, ce qu'il faut expliquer quand même, c'est qu'un notaire, même non voulu, il restera impartial. Hein, voilà. Tout à fait. Voilà. Il jouera la carte de tout le monde en même temps. Hein. Tout à fait, Bon. pas de panique. Le rôle du notaire est d'être impartial, indépendant et de faire respecter les droits de chacun des héritiers. Avec ayant le même droit. tarif dans toute la France, qu'on soit à Rosé-les-Nantes ou à Annecy, par exemple. Effectivement, Hein. Bon. d'où la liberté de choix du notaire. Hein. Il y a une égalité tarifaire, quelle que soit la situation géographique. Alors, il y avait une seconde question dans la double question de Nordine. Que faire voilà, il nous demandait comment éviter qu'un bien hérité ne disparaisse dans le paiement de dette. Que faire en effet pour éviter que la succession elle soit en grande partie engloutie par les dettes? C'est la question hein, en fait qui posait. Tout à fait. Alors la question posée, je vais apporter la réponse suivante. Il convient donc de faire un état des masses d'une succession, les masses actives et passives, de voir effectivement si on a plus d'actifs que de passifs. Les héritiers ont le choix d'accepter purement et simplement la succession, l'accepter à concurrence de l'actif net ou de la refuser. Il va de soi que s'ils l'acceptent, ils vont devoir dédommager ou indemniser, désintéresser les créanciers. S'ils veulent absolument conserver un bien, ils le pourront, mais à ce moment-là, il faudra le désintéresser d'une autre manière. Bon, on prend une autre question, Nathalie Oui, Thévenet-Gros-Piron. je vous en prie. Voilà. Carole à Gennevilliers dans les Hauts-de-Seine qui nous demande, voilà, ma voisine est décédée en France, elle était d'origine marocaine, sa succession doit-elle être réglée selon la loi française ou la loi marocaine? Bienvenue dans les successions internationales. Exactement. Je suppose que ça ne doit pas être très très simple. C'est quoi la loi applicable à la succession? Alors, c'est une très bonne question qu'elle pose, puisque face à ce genre de situation, on peut se demander si les règles de droit international privé doivent s'appliquer. Le droit international privé, c'est un corps de règles qui permet de déterminer la loi applicable à une succession. On pose ce genre de questions quand on a des éléments d'extranéité, c'est-à-dire des éléments qui font référence à des systèmes juridiques extérieurs à la France, par exemple la nationalité du défunt ou des héritiers, le lieu de situation des biens, la résidence. Donc tout ça, ces éléments peuvent nous mettre la puce à l'oreille. Et là, elle parle de l'origine marocaine de sa voisine, donc pourquoi pas se poser la question de la loi applicable. Alors c'est quoi justement Alors quelle est cette loi applicable? En Europe, c'est quoi la loi? Alors effectivement, on a un règlement européen de juillet 2012 qui s'applique à toutes les successions ouvertes depuis août 2015. Et le principe, c'est que la loi applicable à une succession est la loi de la dernière résidence habituelle du défunt. Résidence, c'est pas le domicile fiscal, c'est la résidence. Tout à fait. D'accord. C'est vraiment une notion qui est indépendante du domicile Bien. fiscal, même si souvent ça se recoupe de fait. Mais c'est une notion vraiment civile de résidence habituelle. Alors, par exemple, tiens, une personne qui décède alors qu'elle réside en Belgique et qu'elle a des biens en France, en Belgique, en Allemagne ou en Espagne, peu importe. C'est la loi belge qui va déterminer qui sont les héritiers, quel est le montant des droits de chacun dans la succession, et puis ensuite les héritiers,
et récupéreront les biens dans les proportions déterminées par la loi belge C'est ça. sur ce qui se trouvera en Espagne, en Allemagne, en France. C'est ça? Exactement. D'accord. Alors là, on peut quand même préciser que ce sera une solution certaine au sein des États membres du règlement européen, c'est-à-dire les États membres de l'Union européenne à l'exception du Royaume-Uni, du Danemark et de l'Irlande. Donc si le défunt a un patrimoine qui se situe au sein de ces pays, on n'aura pas de problème de reconnaissance de cette loi. Et là, le Maroc, pour le coup, là, quoi, est-ce qu'il faut compter sur une convention bilatérale? Parce que les lois n'ont pas toujours tout prévu. Alors, hein. c'est une très bonne question. Le Maroc a un État tiers au règlement européen. Du coup, le Maroc a ses propres règles de conflit de loi, son propre droit international privé. Et donc là, en l'occurrence, la règle de conflit du Maroc, c'est que la loi applicable en droit international privé marocain, c'est la loi de la nationalité du défunt. Donc, si la voisine de Carole est de nationalité française, on va pouvoir, si vous voulez, la solution proposée par le droit français sera reconnue en droit marocain. Voilà, et par contre, si elle est marocaine, c'est le droit marocain qui s'appliquera. Alors, effectivement, il y aura un problème de si la voisine de Carole a du patrimoine au Maroc. À défaut, quelque part, ça n'a pas de pertinence. Bon, en tout cas, il faut se renseigner. Le notaire, il est là aussi pour ça. Il faut se renseigner, tout à bien. fait. D'ailleurs, je permets également de préciser que c'est important d'aller voir son notaire pour anticiper une succession internationale, parce que le futur défunt peut opter pour l'application de sa loi nationale et non pas, quelque part, subir le principe prévu dans le règlement européen, qui est la loi de la dernière résidence habituelle. Très utile. Donc là, il y a un choix à faire avec des intérêts en jeu potentiellement, d'où l'intérêt d'aller voir son conseil à ce sujet. Voilà, il faut toujours anticiper, c'est ce qu'on dit en permanence dans ce club du droit sur BFM Business. Voilà. Oui, Nathalie Et juste Gros-Piron, aussi, donc là, je Gros-Piron. parlais bien du droit civil et il ne faut pas mélanger avec le droit fiscal qui n'a rien à voir. Tout juste. Allez, il nous reste quelques minutes. Pierre-Henri, il est à Lamballe, les Côtes d'Armor. Mon père est atteint de la maladie d'Alzheimer. Il est au tout début de la maladie. Il désire vendre un appartement. Est-ce que c'est possible? Oui, alors tiens, justement, un malade d'Alzheimer, est-ce qu'il est capable ou pas d'être conscient, de comprendre les enjeux de la vente d'un appartement, par exemple? C'est très difficile de répondre à cette question puisqu'il faut voir la personne en question, patient, évidemment. Oui, bien sûr. Donc, sans pouvoir effectivement rencontrer la personne et voir sa capacité de discernement, on ne peut pas donner de réponse de principe. La seule chose que l'on peut rappeler, c'est que tous les majeurs personnes physiques sont capables de contracter, c'est-à-dire qu'ils ont cette aptitude à exercer des droits et des obligations. Théoriquement, il peut donc signer un acte de vente. Mais attention, il faut être sain d'esprit et donc avoir la totalité de ses facultés mentales au moment de la comment passation ça? Il faut un certificat médical ou pas? Il faut le produire justement pour dire je suis conscient de ce que je suis en train de signer, je suis sain d'esprit. Alors, la règle est la prudence, parce que l'enjeu, c'est quand même la nullité de l'acte. Ah bah oui. Et donc, c'est toujours délicat, effectivement, dans le doute de passer l'acte. Nous, on préfère quand même privilégier la sécurité juridique dans l'intérêt de tout le monde, de la personne à protéger et du contractant, et donc peut-être de recourir à certaines solutions que propose le droit pour faire représenter la personne. C'est quoi, se mettre sous un régime de protection? Ça, c'est possible, par exemple? C'est possible, tout à fait. On avait déjà parlé ici du mandat de protection future. Je ne sais pas si ça Exactement. s'applique, par exemple. Alors oui, c'est possible, mais pour conclure un mandat de protection future, il faut être capable et être sain d'esprit également, Juste, pour comprendre la portée de là son encore, engagement. pour anticiper, là aussi, Tout à fait. le mandat de protection future, c'est se dire, voilà, s'il m'arrive quelque chose, je confie mes intérêts à ma sœur, à mon voisin, etc. Ce n'est pas forcément quelqu'un de la famille. Voilà. C'est plutôt le jour où je n'ai plus la totalité de mes c'est ça. facultés. Je souhaite que la personne que je désigne dans cet acte me représente. Et à quel moment il faut envisager de mettre un malade d'Alzheimer sous tutelle? Il y a une règle précise ou pas, non? J'allais dire, il n'y a pas tellement de règles, ça dépend des enjeux. S'il y a du patrimoine à administrer, à protéger, ça dépend de l'environnement familial, ça dépend de plein de choses. Bon, c'est fini. Merci beaucoup, Je vous en prie. Nathalie Thévenet-Gros-Piron, championne olympique, là, pour répondre à toutes nos questions. Donc, continuez sur le club du droit, @bfmbusiness.fr. Vous aurez la parole, évidemment, la semaine prochaine. Le saviez-vous? BFM Business, le club du droit. Le saviez-vous? Elle a de la chance, Nathalie Thévenet-Gros-Piron. Elle va retourner dans les Alpes, à Annecy, là où elle sévit. Donc oui, les notaires sur le terrain. Oui, les notaires sur le terrain, chaque semaine, on part à leur rencontre. Des notaires qui franchissent les frontières pour expliquer les subtilités de notre droit, les particularités du système français, nos atouts également. Direction Londres, reportage signé Erwan Morris. Cap sur London pour le France Show qui regroupait fin janvier tout ce que la France peut mettre en avant. Cuisine, vin, industrie, culture et aussi immobilier.
Les notaires français avaient traversé la Manche pour aller à la rencontre des Anglais, qui représentent 40% des acquéreurs étrangers qui investissent en France. Maître Thierry Delesalle, notaire à Paris. Vous avez le Brexit qui fait que vous avez tout un courant de Britanniques qui veulent aller en France, et qui ne veulent plus rester en Angleterre, ou alors aussi des Britanniques qui se disent « je vais investir une résidence secondaire pour mes enfants, parce que mes enfants, ils doivent être européens. » Et ils sont 500 000 Britanniques à être propriétaires dans l'Hexagone, un chiffre en évolution constante ces dernières années. Mais avec le Brexit, tous les professionnels de l'immobilier, notaires compris, se posent la même question. Maître Laurent Rose, notaire à Nice. Ça va les faire vendre les biens dont ils sont propriétaires en France. Est-ce que ça va les inciter à venir plus nombreux à acheter en France? C'est une question qui est ouverte. Il est encore trop tôt pour tirer les enseignements du Brexit, mais au regard de l'affluence des visiteurs lors de cette 15e édition du France Show, il semble que nos régions demeurent toujours aussi attractives. Parole d'anglais. Je voulais venir habiter en France et j'ai vu les notaires qui m'ont donné un conseil vraiment professionnel. En Angleterre, le système d'acquisition est compliqué. Le vôtre est plus simple. On nous l'a très bien expliqué. C'est un atout supplémentaire. Des notaires français très pédagogues donc, y compris dans la langue de Shakespeare. Tout juste, Erwan Maurice. Voilà, rendez-vous dans quelques jours dans le Club du Droit. On évoquera le PAX. Ce sera l'acte de la semaine. D'ici là, vous continuez vos questions. Le club du droit @bfmbusiness.fr. Très très bonne semaine à tous.